En refermant Neuromancien de William Gibson, j'ai eu l'impression de sortir d'une crise d'épilepsie. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai lu ce livre. J'ai plutôt l'impression de l'avoir déchiffré, plongé dans un tunnel éclairé de lumière stroboscopique, troublé par des sons lancinants, soit trop aigus, soit trop graves, et secoué comme on le serait à l'intérieur d'un checker géant. Est-ce que j'ai tout compris de ce roman sorti en 1984 et qui a obtenu le prix Hugo en 85 ? Non, certainement pas. Est-ce que j'ai apprécié chacune des 300 et quelques pages de ce roman fondateur du genre cyberpunk ? Non, assurément pas. Mais j'ai été complètement plongé dans ce monde déshumanisé, j'ai éprouvé le désespoir, j'ai été désorienté par les tripes sous drogue du héros, j'ai été abattu par les errements de l'auteur, j'ai été en colère contre les donneurs d'ordre, je me suis senti tout petit devant l'ampleur finale du récit. Alors oui, j'ai subi Neuromancien pleinement, il m'a roulé dessus comme un 38 tonnes roulerait sur un renard sur le bord d'une départementale. Et je vais essayer de partager cette drôle de sensation, assez rare et un peu dérangeante en tout cas, mais n'était-ce pas le but de William Gibson ? Sa vision était envahie d'hiéroglyphes fantômes, de lignes translucides de symboles qui se disposaient sur l'arrière-plan neutre du mur de la casemate. Il contempla le dos de ses mains, y vit de pâles molécules luminescentes rampées sous la peau, coordonnées par le même code inconnaissable. Il éleva la main droite et se hasarda à la bouger. Elle laissa derrière lui une vague traînée rémanente d'images stroboscopiques. Dès que l'on s'attaque à Neuromancien de William Gibson, le ton est donné. Le ciel au-dessus du port était couleur télé calé sur un émetteur hors service. Cette phrase, la première du roman, tout le monde ou presque la connaît, même sans avoir lu le livre. Et c'est plus qu'une simple image, c'est une promesse, celle d'un univers où tout est saturé, pollué, brouillé, même la réalité. Ce qui frappe d'emblée dans ce livre, c'est le mode de narration, ardu, presque décousu, sautant du coq à l'âne, négligeant les transitions, empruntant des déviations, oubliant le lecteur en chemin. On a parfois l'impression d'être plongé dans un fouillis de phrases sans respiration, l'impression d'être happé par le texte. Ellipses, changement de nom des protagonistes, tout semble fait pour compliquer la tâche du lecteur qui doit parfois relire des passages sous peine de n'avoir rien saisi et encore moins compris de ce qui vient de se passer. Le futur est déjà là, il est juste mal réparti. Une petite parenthèse, si vous me permettez, je viens de dire « tout semble fait pour compliquer la tâche du lecteur », mais j'aurais peut-être plutôt dû dire « rien ne semble fait pour faciliter la tâche du lecteur ». À notre époque où tout, justement, est fait pour rendre la vie plus facile, à commencer par les créations littéraires et télévisuelles. Aujourd'hui, les productions artistiques, avec d'énormes guillemets, sont pensées pour être consommées, comme l'on consomme de la fast-food. Les thrillers best-sellers que l'on voit partout sont des produits calibrés, des page-turners qui accrochent le lecteur et le rendent accro. Les séries des plateformes sont faites pour être regardées du coin de l'œil avec une attention minimale. Les blockbusters soufflent sans cesse au spectateur ce qu'il doit comprendre. Alors évidemment, Neuromancien, à côté de tout ça, c'est un ogre qui dévore celui qui ose s'y attaquer. Il faut s'armer de courage, de patience, faire preuve d'intelligence, de projection, d'imagination, de déduction pour espérer apprécier cette lecture. Et je ne parle même pas de tout comprendre. Un produit de son époque, un non-sens aujourd'hui. Mais justement, ça fait du bien de se faire malmener. J'avais ressenti un peu la même chose dans un genre très différent avec Le bruit et la fureur de William Faulkner. Fin de la parenthèse. Je suis pas accro, c'est juste mon corps qui souffre d'une grosse carence en drogue. Ajoutez à ce mode de narration particulier un style alambiqué, en tout cas dans la traduction que j'ai lue, celle de 1985 de Jean Bonnefoy,
qui est très ancré dans les années 80 avec de l'argot qui peut paraître un peu désuet aujourd'hui, mais qui donne une saveur, un style rétro-futuriste à ce roman. La traduction de Laurent Kessy de 2020 semble plus actuelle, plus fluide, mais n'est-ce pas au détriment justement de cette ambiance unique ? N'hésitez pas à partager votre avis si vous avez lu les deux versions et même la VO. Le sourire du barman s'élargit. Il était d'une laideur légendaire. À une époque où la beauté était abordable, s'en priver relevait d'une certaine noblesse. Bon, je ne vous ai pas encore parlé de l'histoire, alors que raconte Neuromancien ? Eh bien, nous suivons Case, qui est un jeune hacker de génie qui a eu le malheur de déplaire à ses anciens employeurs. Ces derniers lui ont détruit le système nerveux, l'empêchant de s'adonner à ses activités favorites et lucratives. Depuis, Case est coincé dans une banlieue pourrie, il gagne chichement sa vie dans divers trafics, il dépense son argent en drogue qui le condamne à une vie courte et violente. Mais voilà que Case est embarqué dans une nouvelle course pour le compte d'Armitage, un homme de l'ombre mystérieux, aux côtés d'Amy, une samouraï des rues au corps truffé d'implants cybernétiques, la transformant en véritable machine à tuer. Le jeune pirate est embarqué dans une affaire qui le dépasse, mais qui pourrait être la chance de sa vie. Avec Neuromancien, on se plonge dans un monde dirigé par des méga-corporations plus puissantes que des États, soutenues par un réseau informatique qui contrôle tout et tous, le cyberspace. On peut s'y connecter par connexion neurale et contrôler son avatar dans le monde numérique, voguant au gré des autoroutes de l'information, des banques de données et surtout des glaces, ces contre-mesures d'intrusion qui protègent les systèmes sensibles. Dans le cyberspace, des intelligences artificielles s'émancipent et rêvent de briser les chaînes dont les humains les ont affublés. Le transhumanisme est la norme. Organes et membres de remplacement, cyborgs et bien sûr samouraïs des rues, ces humains modifiés qui deviennent de véritables robots de combat. Dans ce monde, les riches et les puissants peuvent partir en week-end en orbite pour s'adonner aux loisirs les plus pervers, alors que la masse grouillante peine à survivre, assommée d'alcool, de drogue, qui les aident à tenir le coup. Bienvenue dans le genre cyberpunk. L'avenir ne tolère pas les hasards. Neuromancien, ce n'est pas un roman qu'on comprend, c'est un roman qu'on ressent. Il faut accepter d'être perdu, de ne pas tout saisir. Chaque scène, chaque dialogue semble chargé d'un sens qu'on n'attrape qu'après coup. Il y a des personnages qui passent, qu'on oublie, qui reviennent sous un autre nom. Des sociétés qui tirent des ficelles, des intelligences artificielles qui manipulent tout en silence. Des ruelles humides où tout le monde vend quelque chose, souvent son propre corps. Le corps, c'est de la viande. Neuromancien, c'est un monde de désespoir. Les gens ne sont que des pions. Les mégacorpos gouvernent tout. Les frontières entre humains et machines n'existent plus. C'est un ultralibéralisme poussé à l'extrême où même la pensée est monnayée. Et Gibson ne cherche jamais à expliquer tout ça. Il balance tout au lecteur. Brut, froid, sans contexte. C'est aussi ça qui rend la lecture si exigeante. On doit tout reconstituer nous-mêmes, comme un puzzle aux pièces manquantes. Il n'y avait pas de frontière entre l'humain et la machine, seulement des degrés d'intégration. Et pourtant, malgré cette complexité, malgré cette dureté, cette âpreté, il y a un vrai plaisir à s'enfoncer dans cette prose. Les néologismes, le jargon technique, tout ça contribue à l'ambiance. À la fin, on ne sait plus trop ce qui est du vocabulaire réel ou ce qui est sorti du cerveau de Gibson. Et puis, il y a le cyberspace, cette vision de l'espace numérique, de la réalité virtuelle, écrite 20 ans avant Internet tel qu'on le connaît. C'est assez bluffant. Il y a là une intuition assez incroyable, celle d'un monde où les données, les images et les identités s'entremêlent dans un espace abstrait, accessible par simple connexion neurale. C'est presque poétique, en fait. Le cyberspace, une hallucination consensuelle vécue quotidiennement par des milliards d'opérateurs. Et au-delà du style et de l'univers, il y a l'histoire, cette intrigue tortueuse, parfois incompréhensible si on ne prend pas le temps de s'arrêter, de relire, d'analyser. On avance dans les méandres du récit comme dans un réseau de câbles, sans savoir exactement où l'on va.
Mais quand la révélation finale arrive, sans rien spoiler, elle éclaire tout le reste. Elle ouvre de nouvelles perspectives presque métaphysiques. Et elle redonne sens à ce chaos initial. Tout le monde dort, mais personne ne rêve. Les personnages, eux, sont fragmentés, ambigus. Molly, la mercenaire aux yeux miroirs, figure iconique du cyberpunk. Case, le hacker perdu entre deux mondes. Et puis ces intelligences artificielles qui, petit à petit, se mettent à raisonner, à désirer, à exister. Gibson parvient à rendre tout ça presque mystique, malgré le décor des câbles et du chrome. C'est une écriture de la confusion, du flou, mais un flou plein de sens. La Cité de la Nuit était comme une expérience folle de darwinisme social, conçue par un chercheur là, le pouce pressé en permanence sur la touche d'avance rapide. J'aurais adoré découvrir Neuromancien à sa sortie en 1984, même si j'étais un poil jeune à l'époque. Parce que oui, c'était une révolution, une révélation, personne n'avait encore inventé vraiment le mot cyberpunk. Et pourtant, tout était déjà là, la technologie comme prolongement du corps, la marginalité, la ville tentaculaire, la dépendance, le désenchantement. C'est toute une esthétique, une filiation immense qui naît ici, celle qui mènera plus tard à Blade Runner, Ghost in the Shell, Matrix et tant d'autres. Et les gars, qu'ils ont le temps, je te jure, ils peuvent attendre des années, ils te laissent vivre ta vie pour que tu aies encore plus à perdre lorsqu'ils viennent t'en priver. Alors oui, c'est une lecture difficile, oui, on peut décrocher, mais il y a une récompense au bout. Quand on accepte le rythme, le style, les zones d'ombre, on finit par voir apparaître une cohérence. Un monde complet, cohérent dans sa laideur, dans son désespoir, et d'une beauté étrange. C'était immense, incommensurable, une mer d'informations codées en spirales et phéromones, complexité infinie que seul le corps pouvait lire, aveuglément. En résumé, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé Neuromancien. C'est une expérience de lecture unique, exigeante, déroutante, mais fascinante. Peut-être que la nouvelle traduction rend les choses plus accessibles, mais je me demande si, en cherchant à clarifier le texte, on ne perd pas cette saveur brute, cette ambiance poisseuse qui faisait tout le charme de la version originelle. En tout état de cause, je ne conseillerais sa lecture qu'aux personnes capables de se laisser porter par un récit, d'accepter de se faire chambouler, de ne pas tout comprendre, d'être perdu, comme dans un rêve sous acide et néon. Sinon, comme des tas d'autres lecteurs désarçonnés, vous serez égarés en cours de route et aurez l'impression d'avoir perdu votre temps. Et c'est bien dommage. Vous méritez mieux, et Neuromancien, lui aussi, mérite mieux. Si Dieu a créé mieux, il se l'est gardé pour lui. En attendant, bonne lecture et soyez sur vos gardes, les glaces rôdent dans le cyberspace.